Bienvenue à tout le monde. Merci encore d'être présente et présent. Je suis Olivier Maire, je suis directeur du revenu chez Powens. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de Bertrand Tillet, qui est le directeur du produit chez Powens, et de Thibaut Plaquet, directeur de produit revenu chez Dougs, qui aura l'occasion de se présenter. Tous les deux auront l'occasion de se présenter juste après, mais déjà merci par avance à eux pour leur temps et pour participer à ce webinaire. C'est eux principalement qui vont parler sous forme d'un échange sur différentes thématiques qu'on va parcourir aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller sur le futur des logiciels financiers et plus particulièrement vers une gestion intégrée des flux financiers entrants et sortants. On va parler à la fois du sujet de la réconciliation bancaire qu'on connaît, qui est là depuis assez longtemps, on va dire, sur la façon dont l'accès à la donnée bancaire permet d'automatiser un certain nombre de tâches de comptabilité ou de pré-comptabilité. Mais on va aussi parler des paiements fournisseurs et des encaissements clients. On aura 3 temps. Un premier temps très rapide de 2-3 minutes où je vais présenter Powens. Un deuxième temps également rapide de 3 minutes où Thibaut présentera Dougs. Et puis ensuite, on aura des interactions, des échanges entre Thibaut et Bertrand sur ces différentes thématiques. Je commence pour Powens. Powens, on est une plateforme de ce qu'on appelle d'open finance. Notre tagline, c'est de la data au paiement. On a aujourd'hui à peu près 260 clients, 3 segments de clients, les banques, les fintech de manière générale et les éditeurs de logiciels de différentes catégories, mais principalement, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les logiciels de gestion financière, de comptabilité, de gestion de trésorerie, de pré-comptabilité, tout cet univers qui aide les entreprises à tenir leur compte. C'est un segment très important pour nous, ça représente à peu près la moitié de notre base client, donc ce sont aussi des gens qu'on accompagne depuis longtemps et qu'on connaît bien. Powens, c'est au cours de l'année 2023, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, c'est le rapprochement, la fusion avec une société espagnole qui s'appelle Unax, qui est un acteur comme nous de l'open finance et avec laquelle nous enrichissons très fortement notre offre avec justement ces logiques de banking as a service, de BaaS, la capacité à gérer des comptes, des IBAN individualisés pour le client final, l'utilisateur final, et à opérer sur ces comptes et ces IBAN des paiements entrants et sortants. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. On a 3 catégories de produits par rapport à ça. Une famille de produits sur l'accès à la donnée et aux documents bancaires, une famille de produits sur le traitement de cette donnée bancaire et une famille de produits sur les comptes IBAN, cartes, possibilité au cours de l'année d'émettre des cartes et des solutions de paiement entrantes et sortantes. Spécifiquement, et j'en finirai par là, sur le segment des éditeurs de logiciels dans le domaine financier, 4 domaines dans lesquels on peut aider. La réconciliation bancaire, donc l'accès à la donnée bancaire et la possibilité du coup évidemment d'injecter cette donnée bancaire pour effectuer des opérations de rapprochement automatisées en temps réel. La gestion de la trésorerie, je rassemble mes informations sur mes différents comptes et je peux avoir une vision consolidée de là où est mon argent sur mes différentes banques, différents comptes banques. Je peux, en bout de chaîne, payer mes fournisseurs et mes salaires en masse et être payé par mes clients, par des logiques de masse également, de type prélèvement par exemple, ou des logiques plus individualisées, de liens de paiement de compte à compte, typiquement pour des paiements en retard. Ces sujets de paiement, et c'est le sujet dont on va parler tout à l'heure, sont des sujets ces capacités, on va dire, de paiement, sont des capacités qu'on permet d'être embarqués nativement dans le logiciel, c'est-à-dire sans avoir besoin de passer par la banque. Le fonctionnement traditionnel et fréquent encore de la plupart des éditeurs de logiciels de finance, c'est de produire des fichiers qui sont envoyés de manière plus ou moins automatisée à la banque, mais ça reste des fichiers, des échanges de données vers la banque et depuis la banque. Et c'est la banque qui processe les opérations.
Ce qu'on permet de faire, c'est d'avoir des comptes qui sont directement en fait rattachés, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le bon terme technique, mais on va prendre ce terme-là, au logiciel, à l'ERP, et qui gère en fait sur lequel sont déposées des sommes d'argent et depuis lequel ou vers lequel les sommes d'argent sont virées ou encaissées vers l'utilisateur final, vers le fournisseur s'il s'agit d'un paiement, ou depuis le client s'il s'agit depuis le compte du client s'il s'agit d'un encaissement. C'est ça la transformation qu'on amène et qu'on va détailler avec Thibaut et Bertrand juste après. Voilà sur cette petite introduction à Powens. Thibaut, quelques mots sur Dougs. Oui, bien sûr. Merci Olivier pour l'introduction et merci à Powens pour l'invitation. Donc je suis Thibaut, je suis en charge de la partie Product Revenu chez Dougs. Dougs, on est expert comptable en ligne, inscrit à l'ordre des experts comptables. Donc on est à la fois un éditeur de logiciels mais également expert comptable. Et on adresse principalement le marché des TPE, des petites sociétés. On a aujourd'hui plus de 16 000 clients actifs sur la partie comptabilité qui synchronisent leurs comptes en banque de manière journalière pour pouvoir faire leur comptabilité. Et on travaille avec Powens depuis de nombreuses années, depuis les débuts de l'aventure Dougs. Dougs a été fondé en 2015. Voilà pour la présentation de Dougs rapide et synthétique. Très bien, super. Merci, merci Thibaut, merci d'être là. On est très très content de faire ce webinaire avec toi et avec Dougs, qui est, je pense, sans parler en ton nom, une des très belles réussites tech française dans le domaine de la gestion financière et de la capacité à disrupter et à amener des solutions nouvelles pour des segments de clients qui étaient peu ou mal servis jusqu'à présent par les éditeurs traditionnels. On va rentrer dans le vif du sujet, donc le futur des logiciels financiers. Donc ça va prendre la forme d'un échange entre Thibaut et Bertrand. Peut-être on peut commencer par le premier thème, donc l'automatisation de la réconciliation bancaire. Thibaut, est-ce que tu peux, pour Dougs, nous détailler un petit peu quel est l'enjeu finalement autour de cette réconciliation bancaire? En quoi est-ce que l'accès à la donnée bancaire est important pour Dougs, pour le service qu'il rend et qu'il amène à ses clients? Bien sûr, bien sûr. Avant de parler des enjeux de Dougs, je vais parler de la comptabilité, des enjeux de la comptabilité. Historiquement, la comptabilité, ça consiste à comptabiliser tout ce qui est flux entrant et sortant financier d'une entreprise. Ça se fait historiquement sous forme de la comptabilisation des factures entrantes et sortantes. Ce que j'aime bien expliquer et raconter de temps en temps, c'est que globalement, tu vas voir ton expert comptable, il te dit de mettre dans une boîte à chaussures toutes les factures entrantes, dans une autre boîte à chaussures toutes les factures sortantes, et à la fin du mois ou de l'année, tu les sors, tu les comptabilises, et ça fait la compta de l'entreprise. Chez Dougs, en gros, on fait la même chose, hein, qu'on soit clair, sans boîte à chaussures et sans papier. Et qu'est-ce qui nous permet de faire ça finalement? C'est d'aller voir, d'aller pouvoir observer et catégoriser les transactions bancaires. Chez Dougs, on fait de la compta, ce qu'on appelle de trésorerie, en opposition à la comptabilité d'engagement. Et du coup, ce qui nous intéresse principalement tout au long de l'année, finalement, c'est de pouvoir observer et de catégoriser ces flux bancaires entrants et sortants pour réaliser et constituer la comptabilité de nos clients. Donc dans ce cadre-là, d'un point de vue micro-technique, hein, c'est assez simple. Un client Dougs, ce qu'il fait, c'est qu'il synchronise sa ou ses banques. Il peut utiliser pour ça le connecteur qu'on a avec Powens, l'API, qui permet derrière ensuite, de manière journalière, récupérer l'ensemble de ces flux. Est-ce que tu as peut-être un exemple par rapport, je crois que vous avez certains segments de clients sur lesquels vous êtes très développé, sur lesquels vous avez une activité qui est particulièrement forte, et ces segments de clients, ils portent du coup des enjeux justement par rapport à leur comptabilité spécifique. On avait parlé du segment du e-commerce et des gens qui vendaient à travers l'Europe, et sur lequel l'accès à la donnée bancaire détaillé était particulièrement crucial pour rendre ce service de comptabilité. Oui, tout à fait. Donc on a différentes typologies de clients. Les e-commerçants en font partie.
peut-être qu'il y a déjà un premier truc à comprendre, c'est que bon, bah, dans la transaction bancaire, on va avoir principalement euh, des paiements de clients, idéalement si l'entreprise fonctionne, et puis des charges, des paiements de fournisseurs, des paiements de salaires, des paiements de électricité par exemple. Donc ça, c'est un peu le classique. Et ces informations, on les retrouve assez facilement finalement dans les relevés de compte ou bah, avec les technologies modernes, dans ce que les API de base de synchronisation bancaire peuvent proposer. Dans le cadre du commerce, c'est un petit peu particulier parce qu'un e-commerçant, globalement, il n'utilise pas forcément une banque directement pour collecter l'argent. Il va utiliser souvent ce qu'on appelle une payment gateway ou en tout cas un service qui intègre ces facilités de paiement. Les plus connus chez nos utilisateurs, en tout cas, c'est tout ce qui est PayPal, Stripe, qu'on va retrouver beaucoup. Après, bon, il y a d'autres acteurs évidemment sur le marché. Euh, et après, des plateformes du jeu type eBay, Amazon ou Shopify qui commencent à développer leurs propres solutions de paiement. Et quand on vend, bah, je sais pas, des pins par exemple en ligne sur une plateforme X ou Y, on va avoir globalement le fruit de la vente, donc qui correspond au prix facial du produit qu'on va vendre. Je sais pas, un pins à 1 euro, sur lequel la payment gateway ou la plateforme va prendre une commission. Et cette commission, évidemment, bah, c'est un coût pour l'entreprise. Et sur le compte en banque, ce qu'on va retrouver, si on vend 1000 pins à 1 euro, on va pas retrouver 1000 euros, on va retrouver 1000 euros moins les commissions. Donc souvent, je sais pas, les commissions peuvent évoluer entre 0,5 et 5% globalement. Donc on va recevoir, je sais pas, 995 euros par exemple, ou sur le compte. Et l'enjeu pour nous, comptables, c'est de pouvoir isoler cette commission, comprendre qu'il y a une commission pour pouvoir le placer en charge. Et donc ça, c'est un gros enjeu qu'on peut avoir nous sur la partie achat, sur la partie du coup, enfin vente quand nos clients vendent, donc détecter cette commission. Ça, c'est un premier truc. Et après, il y a un autre enjeu. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant, Olivier Bertrand, ou un peu plus tard, mais qui est tout ce qui est autour du paiement de la TVA, notamment lorsque on fait de la vente en ligne au niveau européen, par exemple, qu'on se fournit auprès de fournisseurs à l'étranger, qu'on stocke la marchandise dans d'autres pays que celui dans lequel il est vendu. Et ça a d'autres implications. Donc du coup, la commission du fournisseur de paiement et la TVA associée à la vente sont deux informations de détail par rapport à votre clientèle de e-commerçants qui sont absolument essentielles pour pouvoir effectivement leur permettre, même si leur volume d'affaires n'est pas en milliards, mais pour pouvoir leur permettre de réaliser leur comptabilité d'une manière propre et efficace. C'est tout l'enjeu en effet du e-commerce, notamment des petites structures. Je prenais l'exemple des pins pour une simple et bonne raison, c'est qu'on pour en vivre, il faut en vendre vraiment des grandes quantités. Donc on va avoir un volume de transactions qui pourrait correspondre au volume de transactions de multinationales, ou en tout cas de très grandes entreprises, avec un chiffre d'affaires de très petites entreprises. Donc c'est un vrai enjeu technique de pouvoir bah, fluidifier et organiser la comptabilité sans que ça coûte le prix d'une comptabilité pour une grande entreprise. Oui, donc la notion d'automatisation et d'industrialisation est absolument clé dans cette logique-là. Bertrand, peut-être par rapport à cette logique à cet enjeu, à cet impératif d'automatisation et d'industrialisation, comment est-ce que un fournisseur technologique comme Powens peut aider en fait un éditeur comme Dougs à justement accéder à ces informations détaillées au-delà de la transaction en elle-même, mais à des informations peut-être plus granulaires pour pouvoir justement enrichir et aller plus loin dans le niveau d'automatisation. Ouais, je pense que l'automatisation, c'est vraiment le bon mot. Et en fait, quand on parle à nos clients, à Dougs, en fait, ce qu'on cherche à savoir, c'est comment est-ce qu'on favorise l'automatisation de leur côté. On ne parle pas forcément nécessairement de connectivité, de open banking, etc. Ce qu'on veut savoir, nous, c'est de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour améliorer ces processus financiers de réconciliation. Et donc, on ne s'arrête pas à OK, est-ce qu'on va connecter une nouvelle banque, etc. On ne s'arrête pas aux limites de l'open banking. Hein. On souhaite vraiment aller au-delà. Et c'est pour ça qu'on a commencé à échanger autour de sujet dont on parle.
Et nous, pour en fait suivre ces besoins spécifiques de clients e-commerçants, de TPE avec beaucoup de flux, qui utilisent des processeurs, des gateways, des Stripe, des PayPal, etc., on est allé au-delà de l'open banking de base, parce que c'est effectivement bien de pouvoir se connecter à BNP, c'est bien de pouvoir aussi se connecter à PayPal et le traiter comme un compte bancaire, mais c'est un peu mieux d'aller voir le détail de ce qui se passe. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a commencé, notamment fin d'année dernière, à proposer la récupération d'informations qui vont bien au-delà de simplement des comptes et des transactions. Et typiquement, voilà, la commission, est-ce qu'elle a été perçue ou pas, le détail de chaque encaissement par PayPal, par Stripe, pour dire, OK, c'était quel produit, ça a été vendu à quel client, ça a été vendu où, etc. Tout ce qui va en fait venir enrichir la transaction et permettre derrière, en plus, de bien comprendre ce qui se passe lorsque l'argent est encaissé sur le compte bancaire de la TPE. Parce qu'en fait, il reste un moment sur Stripe, sur PayPal, puis à un moment, il y a un grand virement qui part vers la banque. Donc, être capable de voir, OK, non seulement le virement qui est arrivé sur la banque, plus le détail des transactions sur la partie PSP, et quels ont été les produits, les taux de TVA, les commissions PSP encaissées, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, effectivement, c'est des choses qu'on a ajoutées à notre offre produit et qui permettent derrière d'automatiser un peu plus la pré-compta et la compta. Et puis aussi de nous faire gagner beaucoup de temps, typiquement à nous de nous faire gagner beaucoup de temps, de pas avoir à aller se connecter à 12 endroits différents, et je dis 12, mais en fait c'est 50 ou 100, voire plus, et d'agréger tout ça et d'avoir une seule interface, d'avoir la même expérience aussi utilisateur, parce que finalement, quand tu te connectes à un compte X ou Y, si tu dois utiliser 10 interfaces différentes, ça peut être 10 expériences différentes, et ça a une friction qui est ultime pour nos utilisateurs. Ouais. Et puis, en fait, on voit bien à quel point c'est une étape logique après l'open banking. Quand on est un acteur d'open banking qui travaille beaucoup avec de logiciels de gestion financière, on voit bien tout l'écosystème d'outils qu'il peut y avoir autour d'une TPE qui aime s'outiller. Alors, on peut avoir effectivement l'encaissement avec les systèmes de paiement e-commerce. On va avoir la plateforme d'e-commerce en tant que telle. Ça peut être WooCommerce, ça peut être Amazon. Et puis, on va avoir potentiellement, pour un segment de clients particulier, peut-être une activité avec des plus gros clients, on va avoir un CRM qui, lui, émet des factures dédiées à un segment de clients. Et on voit bien, en fait, finalement, ce besoin de connectivité s'élargir progressivement avec ces outils qui exposent de plus en plus des API. Donc, nous, en fait, finalement, on est un peu toujours dans notre rôle d'agrégateur, sauf qu'on va chercher un écosystème plus vaste d'outils, des PSP, maintenant des CRM, etc. Et puis demain, en fait, davantage de RP, d'outils de RP. Et on densifie aussi les informations qu'on est capable de ramener, toujours dans le même objectif finalement, automatiser la réconciliation de la compta. Oui, donc c'est intéressant de voir que au-delà, par rapport à la source première qui était initiale, en tout cas originelle, de l'accès au compte bancaire, on a aujourd'hui des sources d'informations en fait qui peuvent venir nourrir les éditeurs de logiciels de gestion financière au-delà de la source bancaire pour lui amener une information détaillée au niveau de granularité dont ils peuvent avoir besoin. Je précise pour tout le monde, si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser vos questions dans le chat et je les relayerai aux participants. Donc n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions. Et je les poserai au fur et à mesure. Peut-être pour finir sur cette première partie, Thibaut, justement par rapport à ces autres sources d'informations, tu as mentionné les payment gateway. Est-ce qu'il y en a d'autres aujourd'hui chez Dougs que vous regardez et qui sont en fait des sources d'informations potentielles auxquelles vous réfléchissez? Alors, un des enjeux de 12, c'est de gérer la data en entrée et la data en sortie. La data en entrée, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on se concentrait principalement sur tout ce qui était flux bancaire. Ce qu'on fait d'un point de vue comptable, c'est qu'on rétablit l'engagement au moment du bilan. Donc, c'est-à-dire qu'on vient récupérer les factures engagées, non payées, l'information pour qu'on puisse faire une comptabilité propre. Donc, le flux de factures est quelque chose qui est pour nous et jusqu'à présent quelque chose de nécessaire, mais une seule fois dans l'année.
Par contre, il y a d'autres sources d'informations qui nous intéressent. Alors, il y a des informations qui sont des informations publiques. On utilise des services pour enrichir les informations associées aux entreprises, prospects et clientes. Dans le cadre des clients, pour s'assurer s'il y a eu des changements de situation qui n'ont pas été déclarés. Donc ça, c'est des trucs qui nous servent beaucoup pour automatiser et accompagner et apporter un service plus proactif et de qualité à nos utilisateurs. On intègre aussi les données. Donc là, c'est presque de l'ERP, mais les données notamment des grandes marketplaces type Amazon, Shopify, WooCommerce, pour pouvoir justement voir le détail des ventes et comprendre où est-ce que sont stockés les produits, dans quel pays c'est vendu, pour gérer tout ce qui est déclaration de TVA intracommunautaire. Les mots techniques clés, c'est IOSS et OSS pour les intimes, pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel pour nous parce que sans ça, on n'est pas capable d'aider nos clients à déclarer correctement leur TVA en Europe. Et dans le futur, alors je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, Olivier, mais je vais quand même y aller. Dans le futur, il y a un gros enjeu. J'imagine que la plupart d'entre vous maintenant ont été sensibilisés ou ont entendu le mot Facturix. Facturix, c'est une réforme d'État qui va bouleverser considérablement l'ensemble des entreprises françaises dans la gestion de leur facturation, qui va consister finalement à faire transiter l'intégralité des factures entrantes et du coup sortantes évidemment via une plateforme de l'État ou une plateforme partenaire. Et en plus de faire transiter les factures, il va falloir mettre le statut déclaré si on a la facture a été payée ou non, déclaré si on refuse la facture ou non. Donc on vient vraiment rajouter une couche de complexité ultime pour ça fait 2 fois que j'utilise le mot ultime, mais c'est vrai pour les entreprises, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit la taille. Et ça va être quelque chose qui va vraiment changer les choses, et notamment chez Dougs, parce que jusqu'à présent, comme je vous l'expliquais, on collectait pas les factures. Finalement, là, on va avoir l'opportunité de le faire. Et pour continuer dans notre mission qui est de simplifier la vie de nos clients, il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes. C'est comment finalement on associe la facture avec le paiement pour toujours plus automatiser et fluidifier le process de nos utilisateurs. Donc très bonne, parfaite transition sur la suite, qui est effectivement le sujet de rapprocher deux mondes qui a priori n'ont rien à voir. Hein, si on les regarde de l'extérieur, le monde du logiciel, de la gestion financière, et le monde des paiements. Ok, il y a des informations dans le logiciel qui servent à faire les paiements, mais a priori, ce sont des acteurs bien différents. Hein. Il y a des banques qui sont là, des acteurs de paiement pour effectuer ces paiements ou pour faire ces encaissements. Et on voit depuis quelques temps, on va dire quelques semestres peut-être, et plus récemment avec ce sujet effectivement de la facturation électronique, mais d'autres sujets également, ces deux mondes converger. On voit certains acteurs de l'écosystème converger et appréhender ces deux univers et les rapprocher entre eux. Est-ce que tu peux, là tu as commencé à en parler Thibaut, mais sur ce sujet des paiements fournisseurs, peut-être détailler un peu plus pourquoi est-ce que la électronique, donc projet gouvernemental de lutte contre la fraude à la TVA, pourquoi est-ce que cette facturation électronique en fait rebat les cartes sur le sujet des paiements et tout d'un coup amène à traiter ensemble, ou en tout cas potentiellement traiter ensemble, deux sujets qui jusqu'à présent étaient quand même assez différents, la comptabilité et le paiement de la facture. Ouais, je pense qu'il y a deux axes à voir. Enfin, il y en a plein évidemment, mais il y en a deux que j'ai en tête. Il y a l'enjeu pour l'entrepreneur, pour l'entreprise. Une facture, ça peut être rédigé à la main aujourd'hui sur un papier libre, entre guillemets. Il y a quelques mentions légales à y faire figurer, mais globalement, c'est assez simpliste. Et c'est quelque chose qui était vraiment fait à la discrétion finalement de l'entreprise. Il y en a qui s'en servent comme des objets contractuels, parce que ça reste un objet contractuel. Il y en a qui s'en servent comme des objets de vente
d'avoir des belles factures avec un beau logo, etc., voire même une clarté, c'est un gage de qualité. Il y en a qui s'en servent pour faire des relances. Vous m'avez pas payé, vous me devez tant. Il faut vraiment payer maintenant. Mais globalement, rien d'unifié. Et on le voit bien sur le marché, nous, la plupart de nos clients, ils utilisent Word et Excel pour faire des factures. Et c'est la majorité des entreprises en France qui font ça. Évidemment, il y a des logiciels qui existent, etc. Mais pour les toutes petites entreprises qui représentent la majorité des entreprises en France, globalement, quand tu fais 1 ou 2 factures par mois, en fait, un mauvais template sur Excel ou sur Word qui traîne dans un coin, ça fait le job. Donc, gros bouleversement sur cette partie-là. C'est un peu comme si on déclarait ses impôts sur impôts.gouv finalement. Ça veut dire qu'il faut imaginer la plateforme de l'État où on va devoir se connecter. Alors, on ne connaît pas l'adresse encore, mais ça pourrait être mafacture.gouv.fr avec un petit bouton plus, créer une facture, où il va falloir rentrer les lignes de facturation, les types de produits très normalisés. Est-ce que c'est de la vente de services? Est-ce que c'est de la vente de marchandises? Le montant, trouver son client dans l'annuaire, c'est fini, on n'envoie plus la facture par email ou par papier ou par poste, ou on la dépose plus sur le bureau de notre client. C'est via cette plateforme que la facture va être envoyée. Donc, on doit trouver son client dans la liste des millions d'entreprises françaises. Et ensuite, le client, il recevra peut-être une notification de mafacture.gouv.fr. J'invente, qu'on soit clair, hein, c'est probablement pas ça l'URL qu'il y aura. Et il va recevoir une notification, vous avez reçu une facture. De l'autre côté, il faudra se connecter, faudra regarder la facture, dire si on l'accepte ou non. Peut-être qu'il y a une erreur sur la facture, donc il faudra, via la plateforme, dire qu'il y a une erreur sur la facture, recontacter son fournisseur en lui disant, attendez, je comprends pas, vous me facturez un truc, mais ça correspond pas. Et ensuite, venir indiquer quand ça a été payé. Le fournisseur, de son côté, doit faire la même chose. Donc, la version manuelle, entre guillemets, la version standard, ça va être un calvaire pour tout le monde. Donc, c'est vraiment cet enjeu de comment je fluidifie et comment, en fait, ça ne change pas grand-chose. J'ai un logiciel où je vais éditer ma facture. C'est ultra simple de trouver mon client. Boum, je lui envoie. Lui, il la valide de son côté. Moi, quand je reçois le paiement, la facture est marquée comme payée. Tout est clean. J'ai rien à faire et tout va bien. Ça, c'est le premier aspect côté client. Côté Dougs, jusqu'à présent, on ne demandait pas les factures à nos clients, ou en tout cas, on les demande évidemment de les garder, de les conserver, parce que c'est un devoir et c'est quelque chose qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur, de conserver ces factures. Mais nous, on n'en avait pas besoin pour faire la compta, du moins toute l'année, sauf au moment du bilan. Nous, pour Dougs, c'est une opportunité de dingue. C'est l'opportunité finalement d'avoir accès à l'intégralité finalement des flux de factures de nos clients en un claquement de doigts. Alors, il faudra un peu de développement, brancher les tuyaux, etc. Mais ça va nous permettre, au même titre qu'il y a en 2015, on pouvait accéder au compte en banque des gens grâce à Powens. Là, à ce titre-là, on pourra accéder à l'intégralité des factures de nos clients. Donc, ça nous permet d'apporter encore plus d'intelligence sur justement comment optimiser ses paiements potentiellement, comment optimiser sa trésorerie et ainsi de suite. Donc, ça va nous aider, ça va apporter une forme de valeur ajoutée à tout ça. Merci Thibaut. On voit bien avec tes explications très clairement en quoi le processus comptable et le processus de gestion de la facture en fait vont se superposer de manière extrêmement forte, et en quoi le paiement de la facture va devenir extrêmement lié au processus de comptabilisation de la facture en lui-même. Bertrand, est-ce que par rapport à ça, est-ce que tu peux dire quelques mots sur la solution technologique qu'un acteur comme Powens peut amener pour automatiser le paiement de ses factures fournisseurs depuis le logiciel comptable sans avoir besoin de sortir en fait de ce processus digital via la banque? Oui, tout à fait. En fait, la facturation électronique donne aussi l'opportunité d'une meilleure maîtrise des flux, évidemment. Et ça va faire beaucoup de bien aux entreprises. On sait que une des clés de la gestion d'une bonne trésorerie, d'une bonne gestion de notre trésorerie, c'est de s'assurer qu'on synchronise bien les flux qui rentrent avec les flux qui sortent. Bon. Et donc ça veut dire effectivement avoir une visibilité extrêmement claire sur le statut d'une facture, sur son délai,
sur la date d'encaissement et sur la date de paiement, si on parle d'une facture fournisseur, c'est extrêmement important. Et donc, d'où l'intérêt et l'opportunité énorme de venir coller sur cette gestion du flux de la facture, que ce soit une facture client ou une facture fournisseur, de venir coller un système de paiement qui va pouvoir se déclencher automatiquement en fonction de tel ou tel statut. Et ça, effectivement, pour nous, c'est la suite logique un peu, tu parlais from data to payment au début, là, c'est un peu cette suite logique. C'est-à-dire, en fait, finalement, automatiser les paiements, automatiser les flux dans un système de gestion d'entreprise, ça veut dire avoir la bonne information au bon moment. Et ça, la facturation électronique donne cette possibilité-là d'avoir une information claire qui va permettre d'automatiser encore plus le paiement des fournisseurs. Et là, effectivement, c'est pour ça, notamment, c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu se rapprocher et offrir ces capacités à nos clients, ces capacités de banque et de service, alors qu'ils sont une possibilité parmi d'autres d'automatiser les flux de paiement. Il y en a bien d'autres, mais en tout cas, pour un segment qui nous intéresse, notamment pour la TPE, PME, c'est une excellente façon d'automatiser les paiements, notamment les paiements fournisseurs et aussi les encaissements. Et nous, effectivement, on va venir offrir la possibilité de créer ces comptes-là. Pour la comptabilité fournisseur, très simplement, pour automatiser le paiement des fournisseurs au bon moment. Et le bon moment, c'est quand je suis soit au délai de paiement, le dernier jour, ou alors c'est juste quand c'est le bon moment en termes de cash pour moi. Et on va aussi pouvoir favoriser l'encaissement avec des méthodes qui, là encore, vont permettre, grâce au compte, de favoriser la réconciliation comptable. Typiquement, je crois qu'on en parlait la dernière fois, c'est quelque chose qui est finalement assez classique, mais si le client de Dougs, par exemple, a une activité e-commerce, il vend des pins, ok. Et donc à ce moment-là, on va être effectivement sur des flux d'encaissement type Stripe, Amazon, PayPal, etc. Peut-être qu'à côté, il va avoir une activité de revente de gros, une activité beaucoup plus B2B de revente de gros de pins ou que sais-je. Là, dans ce cas-là, il encaisse via des virements traditionnels, classiques. Typiquement, ça, le fait d'avoir un compte et de pouvoir, par exemple, générer des IBAN, générer des comptes pour chaque client qu'on encaisse, ça va permettre d'automatiser le flux de paiement et d'automatiser la réconciliation qui va avec. À chaque client, son IBAN pour venir collecter le bon montant au bon endroit. Ça fait partie de la panoplie de solutions qui, effectivement, vont devenir de plus en plus pertinentes, notamment avec l'arrivée de la facturation électronique. Et en fait, on voit comment cet écosystème d'outils, le but final, c'est de se coller au business du client de Dougs. On a un business qui peut être multiforme, du e-commerce avec beaucoup de transactions, du B2B. En réalité, les possibilités sont multiples et c'est ça qui va générer la complexité dans la gestion comptable. C'est la complexité du business du client et le fait qu'il y ait plein de facettes différentes qui génèrent en fait cette complexité. Et donc, c'est aussi notre pari que de dire, en fait, en connectant tous les outils, tout l'écosystème autour du business du client qui représente son business, on va être capable de ramener la bonne donnée et de pouvoir déclencher le bon paiement pour à la fois faciliter la réconciliation comptable et puis, in fine, s'assurer que la gestion de l'entreprise est la plus optimisée possible. Ok, très clair. Je rappelle tout le monde, vous pouvez poser une question soit dans le chat, soit dans un petit bouton questions aussi, qui vous permet de poser des questions, je crois, sans que les autres ne voient votre question. Dans le chat, tout le monde verra votre question. Voilà, donc c'est comme vous le souhaitez. Peut-être avant de prendre des questions, Thibaut, par rapport à ces sujets-là de paiement, comment est-ce que vous abordez le point jusqu'à présent? Tu m'expliquais quand on préparait cette intervention que c'était pas quelque chose que dont vous aviez besoin et c'était peut-être pas forcément quelque chose qui était extrêmement important pour vous. Là, avec justement cette évolution très forte réglementaire sur la gestion de la facture électronique, du coup, c'est quelque chose qui devient dans votre agenda un sujet plus important. C'est quoi un peu vos plans, sans forcément donner des éléments précis et confidentiels ou de calendrier précis, mais comment est-ce que vous abordez ce sujet-là aujourd'hui en termes de développement produit vis-à-vis de vos clients? On s'est toujours beaucoup posé la question chez Dougs, de quasiment depuis le début, à quel moment il y aurait un intérêt pour nous à intégrer des services additionnels et notamment des services autour du paiement, pour pas dire de la banque.
Et jusqu'à présent, la grosse difficulté pour nous, c'était de déterminer, parce que ça a un coût, hein, tous ces trucs-là, ça serait quoi le business model? Quel est le business model et comment on fait pour proposer quelque chose à nos utilisateurs qui leur apporte suffisamment de valeur pour qu'on puisse se rémunérer et financer ces coûts additionnels. Et la réponse pour Dougs jusqu'à présent était, en fait, on voit pas trop. On a étudié plein de possibilités, et je rentrerai pas dans les détails, mais on voit pas grand-chose sur le sujet. La réforme de la facturation électronique, donc ça fait une éternité qu'on en parle. Chez Dougs, c'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement depuis 2 ans. Et il y a 2 ans, on a décidé de s'inscrire dans la démarche et de devenir PDP. Alors là, en gros, je vous expliquais, les flux de factures passeront soit en direct via la plateforme publique du gouvernement, soit via des partenaires, et ces partenaires s'appellent PDP, pour simplifier. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on est dans cette démarche-là et qu'on va dans cette direction. Qu'est-ce qu'on a fait aussi de manière un peu plus palpable pour nos utilisateurs, c'est qu'on a mis à disposition un outil de facturation pour émettre des factures. Là, on est en train de mettre en place, on livre ça, ça a été livré pour une partie de nos clients, un module de gestion des factures fournisseurs. Et dans ce cadre-là, et dans le cadre de la réforme, là, on commence à avoir un intérêt à proposer clairement ces outils, ces nouveaux outils autour du paiement, parce que ça va nous permettre, et ça va permettre à nos utilisateurs finalement de ne pas être contraints d'aller faire des actions manuelles supplémentaires. Là, on va vraiment leur apporter quelque chose de très qualitatif en termes d'expérience et de très fiable aussi. Je reviens sur l'aspect fiabilité, je vous explique un truc que je vous ai pas expliqué. Dans le cadre de la réforme, ça englobe les factures entre les entreprises en France. Sauf qu'on est dans un monde international et notre e-commerçant qui vend des pins, peut-être qu'il se fournit en dehors de la France, en Europe ou dans le reste du monde. Et peut-être qu'il va vendre en France, mais il peut vendre aussi en Europe ou dans le reste du monde. Et dans ce cadre-là, la réforme, elle prévoit pour tous les flux de factures qui sont non France à France, de faire ce qu'on appelle un e-reporting. Un e-reporting, ça consiste on utilise le terme-là, hein, excusez-moi, c'est FactureX et e-reporting, c'est très anglophone, mais c'est comme ça que c'est appelé dans la réforme. Bref, ce e-reporting consiste à venir déclarer via ces plateformes les ventes qui ont lieu en dehors du cadre. Et du coup, tous les paiements qu'on va collecter et qu'on va se dire, tiens, il y a un paiement fournisseur dans un pays en dehors de France dont on ne voit pas la facture remonter via le flux FactureX, c'est un élément déclencheur qui pourra nous dire, attends, on va demander au client, est-ce que c'est vraiment un paiement fournisseur? Et du coup, de bien l'intégrer dans son e-reporting. Le fait de savoir il y a des factures qui ont été émises, mais qu'on n'a pas l'information du statut, est-ce qu'elle a été payée ou non, pareil, c'est des warnings, c'est des choses qui nous permettent de nous assurer à la fin que l'utilisateur, le client, l'entrepreneur répond bien à ses obligations et qu'il n'est pas passé à côté de quelque chose. Je ne sais pas si ça répond à la question, Olivier. Ok, non, mais on voit bien que c'est quelque chose qui vous donne à la fois des opportunités, enfin qui vous amène un certain nombre de services supplémentaires que vous pouvez rendre pour aider vos clients à aborder ce sujet de la facturation électronique et d'informations supplémentaires que vous allez collecter ou leur donner. On a 2 petites questions sur ce sujet-là. Premièrement, est-ce que l'obligation de passer par un PDP ne contrevient pas au secret des affaires? Et deuxièmement, quand est-ce que vous aurez un retour quant à votre immatriculation en tant que PDP? Deux questions pour toi, Thibaut. Alors, Julien, je ne sais pas quoi répondre à la question concernant le fait que l'obligation de passer par un PDP ne contrevient pas au secret des affaires. Ça dépasse mes compétences. Il faudrait s'adresser peut-être à la FNFE, c'est la Fédération nationale de la facturation électronique, qui travaille activement avec le gouvernement pour développer et s'assurer que cette réforme puisse voir le jour dans de bonnes conditions pour les entreprises qui, je suis sûr, se sont posé cette question. Concernant la deuxième question, concernant le retour sur l'immatriculation, alors tout le monde attend
Aujourd'hui, il y a des inscriptions qui sont ouvertes. On peut déposer son dossier de candidature. Pour être PDP, il y a différentes choses auxquelles il faut montrer patte blanche. Les deux aspects principaux, en tout cas qui me semblent être les principaux pour moi, c'est au-delà de l'aspect technique et la capacité à fournir ce service. C'est être certifié ISO 27001, qui est une certification autour de la sécurité des systèmes d'information. Et deux, avoir une infrastructure hébergée dans un data center Secnum Cloud, qui grosso modo c'est le cloud souverain. Donc c'est de s'assurer que tout ce qui est associé à la facturation électronique soit hébergé dans un serveur data center basé en France qui répond à des normes de sécurité très particulières. Donc, pour répondre à la question, pour l'instant, on n'a pas eu de retour concernant notre immatriculation. Je pense que personne n'en a eu, mais globalement, les choses devraient se clarifier d'ici fin 2024, début 2025. Ok. Peut-être j'ai une dernière question sur le PDP. Est-ce que le PDP est équivalent à un access point, un point d'accès? Est-ce que c'est quelque chose qui est régi par le gouvernement? Alors PDP, du coup, pour être certifié, c'est auprès alors je crois que c'est la DGFiP pour être plus précis, auquel il faut s'enregistrer. En tout cas, donc c'est clairement régi par le gouvernement, hein, c'est pas, et c'est le gouvernement qui distribue les agréments. Et la première partie de la question, je l'ai loupée. Est-ce qu'on peut considérer que PDP est l'équivalent d'un access point, d'un point d'accès? Alors, là, on rentre dans la technique de la facturation électronique et il y a des articles qui sont très bien faits à ce sujet, mais globalement, il y a trois dénominations Facturix. Il y a la PPF, c'est la plateforme publique de facturation, qui correspond au service public qui est fourni par l'État pour pouvoir faire ses factures. Il y a les PDP qui sont l'équivalent privé, mais qui sont évidemment associés et en lien très très fort avec la PPF. Et ensuite, il y a les OD, je crois que c'est opérateur de dématérialisation, qui pourront avoir un accès un peu plus restreint aux informations de la facturation électronique. Ok. Peut-être on avait jusqu'à 12h45, là, deux ou trois dernières questions. Une dernière, Bertrand, pour toi. Est-ce que Powens compte se connecter à tous les PDP? Alors, tous les PDP, je ne sais pas. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de candidats. Alors, on verra s'il y aura autant de PDP que de candidats, mais je crois qu'il y en a bien une trentaine ou une quarantaine. Je dirais, si on suit notre trajectoire et notre objectif, oui, probablement. Maintenant, plus réalistiquement, je pense qu'on va commencer par les grands éditeurs de logiciels, typiquement, qui sont autour de cette thématique depuis longtemps. Ça fera clairement partie de la roadmap. Et en fait, très probablement, on les aura déjà intégrés avant même que l'agrément PDP sorte, parce que dans notre logique de pouvoir connecter les outils pour pouvoir récupérer les factures, il n'y a pas que les Stripe, il y a aussi tous les logiciels de facturation. Thibaut, tu disais qu'effectivement, vous avez un outil pour émettre des factures. On voit que les néobanques, maintenant, ont des outils pour émettre des factures. On voit que, en fait, cette réforme a fait naître, évidemment, tout un outillage d'émission de factures. Donc, voilà, nous, c'est à ça qu'on va se connecter. Donc, indirectement, au fur et à mesure, on couvrira, je pense, une grande partie des PDP. Ouais. Mais par contre, on ne sera pas PDP nous-mêmes. Ok, très clair. Merci à celles et ceux qui ont mis des liens d'information dans le chat pour tout le monde. Il est 12h45. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Je voudrais remercier de nouveau Bertrand et Thibaut pour leur participation et leur intervention. Il y aura un replay, il y a un replay qui va être diffusé à tout le monde. Donc, vous allez recevoir le lien par mail. Normalement, c'est la plateforme qui gère ça, si c'est bien automatisé. J'espère on a abordé des sujets qui sont des sujets complexes, certains dont on parle depuis longtemps, la réconciliation bancaire, donc c'est peut-être un peu plus vulgarisé déjà, d'autres un peu plus récents, notamment ce sujet évidemment de la plateforme de Facturix.
et de la façon dont ça amène les paiements dans le monde de la comptabilité. Ça peut justifier évidemment des échanges complémentaires. N'hésitez pas à prendre contact avec Powens, avec Thibaut, pour poursuivre ces échanges. Merci encore à tout le monde pour votre participation, et puis bon déjeuner et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup Olivier, merci Au revoir, beaucoup merci, Bertrand, Olivier. et à tous d'avoir participé. Bon appétit. Allez. Au revoir.